Salut à tous et bienvenue au bord du jeu. Dans cet épisode, je vais vous détailler les règles de Obscurio. Pour cette présentation, je vais préparer le jeu pour 5 joueurs. Pour des parties à 2 ou 3 joueurs, des modifications s'appliquent, mais je les préciserai plus tard. Pour commencer la mise en place, mettez le plateau de jeu au milieu de la table et placez le pion progression sur la première case de progression. Puis, vous choisirez un joueur qui incarnera le rôle du grimoire. Il aura pour rôle d'aider l'équipe de magiciens à sortir de la bibliothèque, mais il ne peut pas parler. C'est pourquoi il communiquera via des images et des indications visuelles. Ce joueur reçoit le pupitre en forme de grimoire, les 2 papillons, le porte-carte avec la piste de temps et le sablier. Pendant que les autres joueurs continuent la mise en place, il pourra mélanger les cartes illusions et les placer face cachée près de lui. Il en piochera 8 qu'il mettra face visible dans le porte-carte mais sans les montrer aux autres joueurs. Il placera également tous les jetons pièges dans le sac en tissu, qu'il gardera à proximité. Pendant ce temps, les autres joueurs choisissent une carte personnage et prennent le pion qui lui est associé. Ils placent leur carte devant eux face visible et leur pion au centre du plateau. Prenez ensuite un paquet de cartes allégeance constitué d'une carte traître et autant de cartes loyales qu'il y a de magiciens, moins 1. Pour cet exemple, ce sera donc 3 cartes loyales et une carte traître, pour un total de 4 cartes. Distribuez ces cartes face cachée à chaque magicien. Ils regarderont ensuite secrètement leur alignement et garderont cette carte face cachée. Il y aura donc forcément un traître, qui devra faire en sorte d'aiguiller les autres magiciens sur de mauvaises pistes, tandis que les magiciens, eux, devront essayer de le démasquer, tout en faisant leur possible pour sortir de la bibliothèque. Pour finir, choisissez la difficulté désirée en regardant la ligne correspondant au nombre de joueurs présents à table. Ici, prenons la difficulté d'un grimoire confirmé pour 5 joueurs. Prenez le nombre de jetons cohésion correspondant, ici 15, et en fonction du nombre de joueurs, placez-en dans la zone sombre 5 pour 4 ou 5 joueurs et 7 pour 6 à 8 joueurs. Le reste sera placé de l'autre côté. Chaque tour sera découpé en 5 phases, durant lesquelles le grimoire proposera une énigme pour trouver la porte permettant aux joueurs d'aller dans la salle suivante. Et pour s'échapper de la bibliothèque, ils devront traverser 6 salles avec succès. La partie peut maintenant débuter. Toutes les salles traversées par les magiciens seront piégées de différentes manières. Pour le représenter, le grimoire piochera un certain nombre de jetons pièges. Il y aura toujours au minimum un jeton de pioché et, selon les performances des joueurs dans les salles précédentes, un nombre de jetons supplémentaires indiqué par la valeur sous le sablier en fonction de sa position. Je reviendrai plus tard sur ce point. Pour le premier tour, le grimoire en piochera donc un et l'appliquera. Mais pour plus de simplicité pour les explications, disons que le piège est sans effet. J'expliquerai en détail les effets des différents pièges plus loin dans la vidéo. Le grimoire prépare ensuite l'énigme. Il pioche la première carte illusion et la regarde sans la montrer aux autres joueurs. Il s'agira de la carte de sortie que les magiciens doivent identifier pour pouvoir progresser au sein de la bibliothèque. Le grimoire pose la carte devant lui face cachée et pioche 2 autres cartes illusion qu'il place sur le pupitre, face visible cette fois. Il alignera la petite encoche des cartes illusion avec le bas de la page. Le grimoire utilise ensuite ces 2 papillons comme des pointeurs sur des éléments des cartes pouvant faire référence à la carte de sortie. Il peut s'agir d'un objet, d'une couleur, d'une forme, ou n'importe quoi pouvant aider les magiciens à faire le bon choix.
Il n'est pas obligé d'utiliser les deux papillons, mais il doit en utiliser au moins un. Et plutôt que de pointer un élément en particulier, il peut choisir de pointer l'image dans son ensemble, s'il pense que l'image tout entière peut faire penser à la carte de sortie. De plus, les deux papillons peuvent être mis sur la même carte si nécessaire. Il ne peut cependant pas pointer deux fois le même élément avec les deux papillons. Et ils ne peuvent pas non plus dépasser de la carte illusion. Une fois satisfait de ces indices, le grimoire garde bien la carte de sortie à côté de lui et passe le pupitre au magicien pour qu'il l'étudie un moment. Vous pouvez choisir de chronométrer le temps d'étude ou de laisser un temps indéfini. Les magiciens analysent les indices pour comprendre les informations et peuvent en discuter. Durant la prochaine phase, le grimoire demande à tous les magiciens de fermer les yeux. Une fois fait, il appelle le traître qui ouvre les yeux. Le grimoire ouvre alors le porte-carte pour permettre au traître de choisir jusqu'à 2 cartes. Son but étant de choisir des cartes pouvant faire penser aux indices donnés par le grimoire, afin de faire en sorte que les magiciens pensent que ces cartes soient les bonnes. Chaque fois que le traître indique une carte, le grimoire la récupère et la met avec la carte de sortie. Il ajoute également une nouvelle carte illusion au porte-carte qui peut être choisie par le traître immédiatement. Le traître n'est cependant pas obligé de choisir des cartes s'il juge qu'aucune d'entre elles n'est intéressante. Une fois la sélection terminée, le traître fait signe au grimoire et ferme les yeux. Le grimoire referme le porte-carte et demande au joueur de rouvrir les yeux. Il est très important que l'identité du traître reste secrète. Le grimoire doit donc éviter de le nommer ou de donner la moindre indication sur qui il est. Le traître, quant à lui, doit aussi éviter de se faire repérer en faisant de trop grands mouvements. Vous pouvez par exemple demander au traître d'indiquer le numéro de la carte avec les doigts, ou encore le grimoire peut passer son doigt sur toutes les cartes, une par une, et le traître fait un petit signe pour indiquer au grimoire qu'il doit sortir cette carte. On commence alors la phase du choix des portes. Le grimoire commence par piocher les cartes illusion, qu'il ajoute à la carte de sortie, plus les éventuelles sorties choisies par le traître, jusqu'à en avoir 6 en main. Il les mélange, puis les donne à un magicien qui doit pour l'instant les garder face cachée. Le magicien doit ensuite poser toutes les cartes face visible sur le plateau, une par emplacement numéroté de 1 à 6, la petite encoche faisant face au plateau. Dès que la première carte a été posée, le grimoire retourne le sablier sur la première case de la piste du temps. À chaque fois que le sablier se vide, il doit le retourner et le placer sur la case suivante, générant un piège supplémentaire pour la salle suivante. Le but des magiciens sera donc de trouver la sortie parmi les cartes illusions présentes, et ce le plus vite possible. Ils doivent parler et débattre des différents indices pointés par les papillons et les comparer aux différentes cartes afin de viser juste. Quand un magicien pense avoir trouvé la carte de sortie, il place son pion devant la porte choisie. Il pourra changer d'avis tant que la phase n'est pas terminée. Il y aura souvent plusieurs cartes correspondant aux indices, et les magiciens peuvent bien évidemment s'entendre pour répartir leurs pions parmi les différentes portes, et ainsi augmenter leurs chances de trouver la bonne. Toutefois, chaque erreur fera perdre de la cohésion au groupe. Pensez donc bien le pour et le contre de vos choix. La phase peut se terminer de 2 manières. Premièrement, si tous les magiciens sont satisfaits de leur choix, ils l'indiquent au grimoire. Ils ne pourront plus changer de porte
et le sablier ne bougera plus de case. Il peut malgré tout le laisser s'écouler afin qu'il soit prêt pour le tour prochain. Deuxièmement, si le sablier se vide et qu'il se trouve sur la dernière case de la piste de temps, le grimoire stoppe tout et les magiciens ne peuvent plus modifier la porte de sortie de leur choix. S'ils n'avaient pas encore choisi de porte, alors on considère qu'ils ont choisi la mauvaise porte. Lorsque la phase est terminée, le grimoire indique quelle était la bonne porte de sortie. Dans cet exemple, au moins un joueur était devant la sortie, ce qui permet au groupe de progresser d'une salle et déplace d'une case le pion progression. Tous les joueurs s'étant trompés, ici il y en a 3, récupèrent des jetons cohésion du plateau, en commençant par ceux de la partie gauche s'il y en a encore, et le placent sur leur carte de personnage. Cela permet de suivre le nombre d'erreurs d'un joueur et potentiellement de faire peser des soupçons sur celui-ci. De plus, si aucun joueur n'avait choisi la bonne porte, on applique tout ce qu'on a fait précédemment, mais le jeton de progression ne bouge pas, ce qui est très mauvais pour les magiciens, mais très bon pour le traître. Pour clôturer le tour, toutes les cartes illusions utilisées sont placées en pile face visible afin de créer une défausse. Les jetons pièges utilisés sont remis dans le sachet. Tous les magiciens remettent leurs pions au centre du plateau et on recommence un nouveau tour à partir de la phase 1. Durant la phase 4, si la partie gauche de la jauge de cohésion est vidée et qu'il n'en reste plus que dans la partie sombre, alors le groupe va tenter de trouver le traître qui se cache en son sein. Le grimoire n'a pas le droit d'intervenir durant cette phase, mais il va la gérer. Tout d'abord, il retourne le sablier, laissant ainsi 1 minute aux magiciens pour débattre de leurs soupçons quant à l'identité du traître. Quand le sablier est écoulé, les magiciens se taisent. Le grimoire compte à rebours depuis 3, au bout duquel les magiciens pointent tous en même temps celui qu'ils accusent d'être le traître. Le joueur ayant le plus de votes est accusé d'être le traître. Si plusieurs joueurs sont à égalité, ils sont tous accusés. Ils révèlent alors leur carte rôle. Pour chaque joueur loyal ainsi voté, retirez 2 jetons de la jauge de cohésion. Si le traître a été correctement accusé et qu'il reste des jetons de cohésion, continuez à jouer normalement, mais le traître retire son pion du plateau et ne pourra plus participer au débat ni au vote. Il ne participera donc plus qu'à la phase 3, celle du choix des cartes du traître, et ce jusqu'à la fin de la partie. Et pour finir la partie, si le pion progression était sur la dernière salle et qu'il doit avancer, alors le grimoire et les magiciens remportent la partie. A contrario, si le dernier jeton cohésion est retiré du plateau pour quelque raison que ce soit, alors c'est le traître qui remporte la partie. Parlons maintenant des effets des pièges. Ils sont divisés en 3 catégories, plus un spécial. Commençons par les pièges marrons qui s'appliquent durant la phase 2. Le plus 2. Tirez immédiatement 2 pièges supplémentaires. Le couloir sombre. Le grimoire place les filtres rouges sur les cartes illusions servant d'indice, perdant ainsi la notion de couleur. La brume magique. Le grimoire place les feuilles avec un imprimé brumeux sur les cartes illusions servant d'indice, gênant ainsi la lecture des cartes. La nuit noire. À la fin de la phase 2, le grimoire retire le pupitre du jeu. Les magiciens ne pourront plus le consulter. Papillons groupés. Le grimoire doit placer ces 2 papillons sur ou en dessous de la même page.
le papillon en bas. Le grimoire doit placer au moins un des deux papillons sous l'une des deux pages. Le second est placé librement. Les pièges violets s'appliquent à la phase 3. Magie noire. Le traître peut choisir jusqu'à 4 cartes au lieu de 2. Espionnage. Le grimoire montre la carte de sortie au traître avant qu'il ne choisisse ses cartes. Les pièges verts s'appliquent à la phase 4. Porte voilée. Quand les cartes illusions sont réparties autour du plateau, celle de la porte 4 restera face cachée. Les magiciens peuvent toujours la choisir, mais elle ne sera révélée qu'à la fin de la phase 4. La salle évanescente. Utilisez la piste de temps spéciale pour cette salle. Elle sera plus courte et générera au moins un piège en plus. La grande salle. La salle comporte une 7e sortie. Le grimoire piochera donc une carte illusion supplémentaire de la pile de cartes de sortie. La salle dangereuse. Dans cette salle, chaque erreur compte double. Un joueur n'étant pas sur la bonne porte de sortie piochera alors 2 jetons de cohésion au lieu de 1. Les portes scellées. Plutôt que de révéler toutes les cartes de sortie en même temps, elles le seront l'une après l'autre. Après chaque révélation, les magiciens n'étant pas encore placés sur une sortie peuvent choisir cette porte ou non. Après que tous les magiciens aient pris leur décision, on révèle la carte suivante. Mais il ne sera plus possible de prendre une sortie précédente. Il y a également un piège sans aucun effet. Et enfin, le piège spécial, le surveillant. Il s'applique obligatoirement à chaque tour si le pion de progression est sur la dernière salle. Il n'a pas besoin d'être pioché pour être actif. Son effet est que les magiciens ne peuvent pas communiquer, et ce, d'aucune façon. Quand ils se sont décidés sur une porte, ils prennent leur pion en main et attendent que les autres aient fait de même. Une fois que tous les magiciens ont leur pion en main, le grimoire fait un compte à rebours au bout duquel les magiciens placent simultanément leur pion sur la porte choisie. Les parties à moins de 4 joueurs se jouent sans traître. De ce fait, on ignore la phase 3 et tout ce qui fait référence au traître. Les cartes rôles ne sont pas jouées. Les pièges violets sont retirés et il est inutile de mettre des cartes dans le porte-cartes. Pour une variante à 2 joueurs, suivez les mêmes règles que pour une partie à 3 joueurs. Un joueur sera le grimoire et l'autre sera le magicien. Ce dernier prendra le contrôle de 2 pions. Un à ses couleurs et le second de la couleur de son choix. Il représentera son compagnon d'aventure. Durant la phase 4, le magicien utilise forcément ses 2 pions qu'il place librement. Durant la résolution de cette phase, si le pion personnage est devant la mauvaise porte, il prend 2 jetons de cohésion. Si le pion compagnon est devant la mauvaise porte, il prend 1 jeton de cohésion. Et voilà qui conclut cette vidéo de règles. Vous savez maintenant comment échapper à cette bibliothèque, ou au contraire, comment faire en sorte que vos amis n'en sortent jamais. Comme toujours, si vous avez des questions à propos de ce jeu ou des remarques, n'hésitez pas à les poster en commentaire et je serai heureux d'y répondre. Et en attendant le prochain épisode, je vous souhaite bon jeu. À bientôt!